Mesdames, Messieurs les industriels, sous-traitants, prestataires, institutionnels, investisseurs et financeurs du secteur aéronautique et spatial, Mesdames, Messieurs, le groupe Mazars, au nom duquel je m'exprime, est particulièrement ravi de vous accueillir pour la 3e édition du Club Aéro. Nous aborderons principalement cette année la place de l'international dans la stratégie des acteurs de l'aéronautique, notamment en zone low cost et en zone dollar. Aujourd'hui, particulièrement dans le monde aéronautique et spatial, dans ces domaines-là, il est capital d'avoir accès à l'international. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir un compromis entre les deux et d'avoir nos implantations dans certains pays, de façon à avoir à la fois, je dirais, l'intérêt du coût, puisque quand on va à l'étranger, c'est quand même essentiellement pour des raisons de coût, et également la maîtrise des processus. Dans notre métier, on veut baisser les coûts, bien, on est nécessairement amené à regarder des répartitions entre pays à coût élevé, compétences élevées et à coût bas, parce que dans nos métiers, il y a des tâches qui sont complexes et il y a des tâches qui sont plus simples. Un élément important, c'est les charges de personnel, le staff. Quelquefois, le low cost devient du tellement low cost que ça en est suspect. On a un certain nombre de choses qu'il faut vraiment regarder de près, qui sont liées aux passifs, qui ne sont pas toujours comptabilisés, aux engagements bilan qui ne le sont absolument pas, et les garanties qui sont prises des 2 tiers, quelquefois juste avant les deals. On parle de compétitivité au global, en fait il faut regarder le coût global d'acquisition. Et dans l'aéronautique, quand moi je livre un objet à Airbus, mon objet il est censé être à l'heure et en qualité. Donc tout le travail que j'ai fait en amont pour que, éventuellement, si j'ai un problème dans une source low cost avec low quality, c'est tout un tas de coûts qu'il me faut mettre dans le produit que je livre à mon client. Et ces coûts-là, je peux vous le dire, sont très importants si on s'est trompé. Le low cost, les écarts qu'on peut avoir dans les appels d'offres entre les entreprises européennes et les entreprises asiatiques, chinoises, russes, etc., ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans d'autres industries de biens de consommation, d'automobiles, etc. Les pays dits low cost ne sont pas forcément un Eldorado, faut être prudent. Une PME qui essaie de, même si elle a un produit, parce qu'on dit souvent il faut un produit innovant, il faut avoir quelque chose de différenciant. Même dans ces conditions-là, c'est difficile, je crois. Par contre, quand la puissance publique et les grands groupes mettent les moyens pour accompagner la PME, là, ça devient possible. Sur les 300 PME qui sont membres du pôle, il y a une grande hétérogénéité. Il ne faut pas penser que c'est un bloc qui dit « nous, on veut aller vers l'international ». Certaines ont cette préoccupation-là, d'autres ne l'ont pas. Donc celles qui l'ont, il faut les accompagner. En 10 ans, le nombre d'entreprises a été multiplié par 10. Donc aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises qui sont installées au Maroc, avec une croissance relativement rapide, parce que là aussi, sur les dernières années, sur l'année 2011, il y a une croissance de plus de 15% et plus de 80% depuis 2008. Et il y a 9000 personnes qui interviennent dans le secteur aéronautique au Maroc. L'objectif, c'est de porter ce chiffre à 15 000 à horizon 2015 et puis effectivement 23 000 à horizon 2017. Je dirais, il est bon, il est positif. Je pense que tout est fait pour accueillir ça. La chaîne d'Airbus est aussi très bien implantée à travers nos tier 1 et nos tier 2 au Maroc. Et pour l'instant, ça marche très bien. Le Maroc étant peut-être le plus stable dans la zone, c'est pas pour autant qu'il a une stabilité totale et éternelle. Et c'est vrai que les gens qui sont là-bas sont plutôt contents de travailler là-bas, mais me disent bon, ça bouge un petit peu quand même. Le Maroc. Il y a une vraie volonté du gouvernement russe d'attirer des investissements étrangers. Donc surtout dans la filière aéronautique, hein, les Russes ont quand même été les premiers dans le domaine surtout depuis la guerre froide. Mais ils ont quand même fonctionné en circuit fermé pendant très longtemps. Donc ils ont un outil industriel et de savoir-faire
mais qui ont oublié d'évoluer pendant un certain temps. Il y a une volonté de restructuration et d'ouverture du capital. Dans le secteur de l'aéronautique, il va y avoir une volonté de garder des capitaux russes à au moins 50%. Certainement une capacité d'ingénierie très forte. Donc je pense que dans le domaine des avions et surtout dans le domaine des avions de chasse, dans tout ce qui est militaire, je pense que l'aéronautique russe n'a rien à envier à l'aéronautique occidentale. Après, bon, au niveau des partenariats, c'est toujours des sujets en discussion qui ne sont pas simples. Bon, nous, on a une volonté très claire de travailler avec les Russes en partenariat, parce que demain, nous sommes convaincus que ce sera un acteur majeur. « 70% de ce qu'on achète est beaucoup acheté en euros à l'origine de la société. Donc on a fait un travail de dollarisation de ces achats. Et la solution qu'on essaye de mettre en place, qui n'est pas si simple que ça malheureusement d'un point de vue comptable, SAP, commandes, etc., c'est tout simplement petit à petit d'essayer de rentrer dans une valorisation et de rentrer tout ce qui est flux naturel dollar et de surtout ne pas le faire changer de monnaie depuis le départ. Par exemple, alcool, aluminium, jusqu'à l'arrivée, quand Airbus me paye in fine mon work.